Bien, je vous propose qu'on débute cette session du colloque Où va la philosophie française, consacrée aux questions de genre et de sexualité. Les questions de genre et de sexualité irriguent depuis très longtemps la philosophie française. Depuis quelques années, ce champ d'études a connu un développement encore plus florissant qu'auparavant. Je dis champ d'études, mais je ne sais pas si je devrais dire champ d'études, à vrai dire, puisque les questions de genre et de sexualité concernent l'ensemble des sous-champs de la philosophie. Moi-même, en philosophie politique et sociale, j'utilise régulièrement des outils puisés dans les théories du genre et de la sexualité. C'est vrai aussi pour mes collègues qui font la théorie de la philosophie des sciences, c'est vrai en épistémologie, c'est vrai dans beaucoup de sous-champs de la philosophie. En tout cas, nous avons aujourd'hui autour de nous trois représentantes majeures de ces études sur le genre et la sexualité, que je vous présente d'un coup, et puis je leur donnerai ensuite la parole. À ma droite, Geneviève Fraisse, qui est philosophe, directrice de recherche au CNRS, et qui travaille depuis très longtemps sur l'épistémologie politique de la pensée féministe, en particulier sur les concepts d'émancipation citoyenne et artistique. Geneviève Fraisse a publié de très nombreux ouvrages et articles, mais très récemment du consentement en 2007, qui a, je crois, été réédité en 2016, si mes souvenirs sont bons. Les excès du genre, une enquête philosophique en 2014, la sexuation du monde, réflexion sur l'émancipation, et puis très récemment, la suite de l'histoire actrice-créatrice, et encore plus récemment, puisque je crois que c'est de cette semaine, Féminisme et philosophie, qui vient donc de paraître chez Gallimard dans la collection Folio en inédit. Ensuite, nous entendrons Anne-Emmanuelle Berger, qui est professeure de littérature française et d'études de genre à l'université Paris 8, Vincennes, à Saint-Denis. Anne Berger dirige l'UMR LEGS, qui est la première unité mixte de recherche du CNRS dédiée aux études de genre et de sexualité. UMR interdisciplinaire, où il y a à la fois des chercheurs et chercheuses qui relèvent des sciences sociales et des humanités. Anne Berger consacre depuis une douzaine d'années la majeure partie de ses travaux à ce champ de recherche, et son livre qui s'intitule Le Grand Théâtre du genre est paru en 2013 aux éditions Belin. Elle travaille actuellement sur l'épuisement de la notion de sexualité dans la pensée occidentale contemporaine. L'intervention d'Anne aujourd'hui s'intitulera La fin de la sexualité. Je la laisserai élaborer sur ce titre un peu énigmatique. Nous entendrons enfin Camille Froide-Vaumetry, qui est philosophe, féministe, professeure de sciences politiques à l'université de Reims, Champagne-Ardenne. Camille consacre ses recherches aux mutations de la condition féminine engendrée par l'émancipation féministe. Elle retrace dans son livre La révolution du féminin, paru chez Gallimard en 2015. Elle aborde tous ces aspects dans une perspective phénoménologique qui place le corps au centre de la réflexion. Après Le corps des femmes, la bataille de l'intime, paru en 2018, ouvrage dans lequel elle explorait les sujets investis par le tournant génital du féminisme,
Elle fera bientôt paraître un livre intitulé Saint, en quête d'une libération, qui restitue les résultats d'une enquête phénoménologico-photographique auprès d'une quarantaine de femmes. La contribution de Camille Froidevaux, maîtrise, s'intitule « Une phénoménologie féministe pour aujourd'hui ». Voilà, voilà pour les présentations. Je ne garde pas plus longtemps la parole et je la cède tout de suite à Geneviève Fraisse pour son intervention épistémologique. Question d'épistémologie. Question d'épistémologie, alors, comme dirait Sandra Laugier, une position critique. Donc, pourquoi j'ai une position critique? Parce que je suis née dans une profonde déception dans mes études de philosophie, puisque au moment même où commençait le mouvement de libération des femmes, disons MLF, à ce même moment où je faisais mes études, j'ai découvert que la philosophie s'était détournée de cette question-là, et on n'avait jamais abordé cette question-là, ou n'en avait jamais en tout cas fait un philosophème. Donc la question du comment penser m'a habité immédiatement, mais ça veut dire que c'est parti d'un moment de négatif dont je ne me suis sans doute pas débarrassée encore aujourd'hui. Donc je vais faire une intervention. Quand je dis question d'épistémologie, c'est parce que j'ai donc décidé dès le départ, maintenant ça fera bientôt, ça fait un certain nombre de décennies, que je cherchais le comment penser, le quoi penser mais pas le qui. C'est-à-dire c'est le quoi et le comment mais pas le qui. Donc, première critique, tant de temps après que donc, le genre soit devenu ce que j'appelle une promesse conceptuelle, j'insiste sur le mot promesse, je vais y revenir, nous avons maintenant beaucoup de séminaires, et y compris cette table ronde aujourd'hui qui s'appelle Genre et sexualité. Et là encore, je suis critique, Sandra, parce que genre et sexualité, j'ai un problème parce que mon sexe a disparu. Et c'est difficile pour un philosophe ou une philosophe de perdre un mot du vocabulaire. Donc, je me suis aperçue en préparant les points d'intervention que je voulais très rapidement évoquer cet après-midi, que j'avais publié un livre qui s'appelle « À côté du genre ». Personne ne comprenait, tout le monde me disait « t'es contre le genre, t'es du côté du genre ». Et à côté, ça c'était extrêmement difficile à entendre. Le sous-titre c'était « Philosophie de l'égalité, sexe et philosophie de l'égalité ». Puis j'ai les excès du genre, où j'ai simplement dit une chose très simple, donc je ne vais pas y passer longtemps, mais c'est quand même ça aussi la question épistémologique. C'est-à-dire il n'y a pas de philosophème dans les années 70, puis vient un objet possible, le mot genre, et pour moi ça reste une promesse. C'est-à-dire dans une même phrase ou dans une même conversation, vous aurez genre au singulier, ce qui est un concept, vous aurez genre au pluriel, qui risque d'être soit le multiple des sexualités, soit le masculin-féminin. Alors si on doit, avec genre, revenir avec les genres à masculin-féminin, ce n'était pas la peine de se casser la tête. C'est-à-dire, un concept, c'est pas n'importe quoi. Là, je renvoie à l'introduction de Deleuze dans Qu'est-ce que la philosophie, où on prend pas ça à la légère. Et c'est effectivement, ça s'emploie au singulier. Donc moi, ce mélange du singulier et du pluriel avec genre me pose énormément de problèmes. Et quand je dis que je ne veux pas perdre le mot sexe, c'est pas pour garder nature-culture. Bien entendu, c'est le contraire. C'est parce que sexe, ça peut nous emmener dans des abstractions, et pas seulement dans de la biologie ou de la nature, ou tout ce que j'ai un peu trop entendu, et vous entendez effectivement mon côté un peu énervé. Donc voilà, c'est l'objet manquant. On est en train d'y travailler, mais pour moi ça n'a d'intérêt. Alors je suis effectivement fille de la génération canguilémienne, puisqu'on l'a vu comme professeur, on a eu cette chance-là, et donc avec cette exigence de ne pas employer un mot pour un autre. Donc voilà, la promesse conceptuelle, elle est là. Maintenant, deux choses, il se trouve que cette invitation, c'est un peu l'occasion qui fait le larron, puisque j'ai effectivement deux publications qui chacune renvoie à une... je suis obligée finalement de parler de ce que j'ai fait, puisque j'ai écrit quand même effectivement un certain nombre de choses. Et ce qui est paru, donc ça va revenir dans ce que je vais vous dire, c'est donc à l'automne la suite de l'histoire, ce qui est paru au Seuil en septembre dernier, et qui est sur la construction de la femme artiste. Donc je dis très brièvement, parce que comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce que je fais, ils entendront peut-être un petit peu. Quand j'ai publié Muse de la raison, qui est sur la démocratie exclusive, non pas excluante mais exclusive, c'est l'année du bicentenaire, en 89,
Et c'est pour expliquer à partir de 2 querelles de départ que les révolutionnaires, y compris surtout d'extrême gauche révolutionnaire, sont tout d'un coup effarés des conséquences logiques évidentes que l'égalité peut entraîner, c'est-à-dire l'égalité des sexes. Et à ce moment-là, vous en avez un qui va poser la question d'apprendre à lire, est-ce vraiment raisonnable, car elles deviendront citoyennes, et l'autre qui va dire, elles ne vont pas écrire de la poésie, ça c'est nous, les hommes, qui écrivons de la poésie, pas les femmes. Donc on a 2 querelles, j'y reviens pas, et à partir de ces 2 querelles, c'est le pour toutes et le pour chacune, que j'ai donc développé dans la sexuation du monde, et j'ai beaucoup développé le pour toutes, c'est-à-dire ce qui fait de la citoyenneté à l'emploi beaucoup de choses, et le pour chacune, qui est évidemment le droit de chacune à éventuellement devenir philosophe, artiste, sculptrice, tout ce qu'on veut. Et donc là, c'est un peu la fin de ces généalogies qui sont plutôt des provenances, comme dirait Michel Foucault, c'est-à-dire, c'est un terme que j'aime beaucoup, foucaldien, c'est d'où ça part, d'où ça vient. Effectivement, la construction de la femme artiste comme la construction de la femme citoyenne viennent de cette interrogation totalement cohérente et logique des révolutionnaires de savoir ce qu'on va faire quand le semblable va devenir égal. Et ça, c'est un problème, quand même. Donc, au bout de 200 ans, un certain nombre de choses se sont passées, et c'est ce qui me permet d'aborder le deuxième point rapidement. Comment penser, alors? Comment penser? Donc, la sexualité n'a effectivement pas plus rentré que ça dans mon... J'y reviendrai peut-être à propos du concept, mais pas plus que ça dans mes recherches, puisque tout était tourné autour de l'analyse de l'émancipation, et non pas de la domination. Donc, dans ce sens, tout le travail que nous avons fondé avec Jacques Rancière dans les années 70 consistait à penser l'émancipation et non pas la domination, ce qui nous éloignait beaucoup d'une sociologie que je peux nommer, mais qui de toute façon était plus générale, comme si l'émancipation pouvait être déduite de l'analyse de la domination. Notre point de vue était totalement différent, et à tel point même qu'analyser l'émancipation, c'était pas ne rien analyser, c'était analyser ce que moi j'ai appelé les contradictions, même avec un titre de chapitre dans le côté du genre qui s'appelle « Habiter la contradiction ». On est pris dans la contradiction. Je n'ai pas le temps d'y revenir, mais il y a 1001 contradictions, vous en avez certainement parlé ce matin. Je regrette de ne pas avoir pu venir. Mais donc on est là dans comment penser, ça va se faire à partir de l'émancipation. C'est pourquoi j'ai intitulé, quand j'ai dit que je travaille sur le comment, la question de l'émancipation, la question d'épistémologie politique, qui se joue autour de l'égalité et de la liberté. On laisse tomber, s'il vous plaît, la fraternité, qui n'est pas un principe politique, qui est autre chose qu'un principe politique, qui a trop de pieds dans le réel pour que ce soit un principe politique. Mais l'égalité est ce que j'appelle un opérateur de pensée. C'est-à-dire ce que ça me permet de lire, ce que ça me permet de lire, ça par exemple, si je prends l'exemple de la suite de l'histoire, ce que ça me permet de lire, c'est le fait que quand je commence par ceux qui posent le décor, à savoir Rousseau et Kant, chacun à leur façon, c'est pas la même. C'est la façon dont une femme ne pourra pas accéder. Pour l'un, c'est le sublime, pour l'autre, c'est simplement qu'elle ne peut pas, qu'elle n'a pas de génie. C'est deux types de freins, d'exclusion, d'interdits, appelez-le comme vous voulez, qui sont différents. À partir de là, comment les femmes peuvent inventer des pratiques esthétiques, ce qu'elles vont faire, notamment à partir de la voix singulière, puis de la voix plurielle par exemple. Et ça peut se lire que si on a l'opérateur égalité, c'est-à-dire c'est un outil de lecture. Et c'est cet outil de lecture qui nous permet d'abord d'éviter ce que j'appelle un obstacle épistémologique. Vous entendez encore, là c'est la lecture bachelardienne, l'obstacle épistémologique c'est la morale. Faut surtout pas... Alors, on est confronté quand on veut travailler la question du féminisme, la pensée, ce que j'ai appelé la pensée féministe, puisque je suis rentrée au CNRS en 83 sur les fondements philosophiques du discours féministe. Donc je ne me suis pas rendu compte à quel point c'était une chance, si la chance je le savais, à quel point faire rentrer le mot féminisme en section 35 du CNRS c'était pas si évident que ça. Je pense que la lancée mitterrandienne n'y est pas non plus pour rien, soyons modestes, mais de toute façon c'était quand même quelque chose, et à travers ce mot-là, si ça pense, c'est un combat que je mène encore aujourd'hui. C'est-à-dire ça n'a toujours pas changé, c'est-à-dire que tout est fait pour qu'on vous explique que dans le féminisme, ça ne pense pas. Donc mon défi a été de dire que ça pensait. C'est pour ça que c'est un opérateur de pensée, l'égalité, c'est-à-dire ce qui permet de lire. Si vous avez une histoire de la famille, ce que j'ai vu et revu du 19e et du 20e, sans avoir posé la question de l'égalité des sexes, ça ne marche pas. On ne comprend pas de quoi il s'agit. Donc mon travail a été de montrer quelle importance ça pouvait avoir. Vous citiez le consentement. Il se trouve que
effectivement, je l'ai écrit tardivement en 2007. Je dis tardivement parce que c'est comme presque le bilan de ce qui a été ma parenthèse politique au Parlement européen, où la question du consentement, c'est un très bon exemple. Si vous voulez, on y reviendra peut-être avec mon troisième pilier, vous m'arrêtez quand je dépasse mon temps, sur la question des concepts, c'est que la question n'était pas de savoir si j'allais donner mon opinion, combien de fois on m'a demandé mon opinion, parce que je travaillais sur le féminisme. Alors j'avais une opinion, j'étais pour ou contre le foulard, j'étais pour ou contre la prostitution, et la parité, j'en faisais quoi, etc. etc. Et je ne donnais pas mon opinion, parce que ce que je voulais, c'était montrer comment ça fonctionnait. Le consentement en est un très bon exemple, donc c'était bien avant MeToo. Il se trouve que le plus drôle, c'est qu'au printemps 2017, Le Seuil et moi avons décidé de rééditer ce livre, donc 6 mois avant MeToo, avec un texte en plus, que j'ai intitulé comme épilogue « Et le refus de consentir ». Donc il est sorti la semaine de MeToo, mi-octobre. C'est une espèce de hasard historique ou d'anecdote historique. Flair, non, moi je crois plutôt au hasard, et au hasard de la lutte, comme dit encore Michel Foucault. Je crois plutôt à ça, donc il y avait du hasard de la lutte dans cette affaire. Et donc le consentement, c'était le seul terme qui me paraissait possible pour pouvoir dire, tenez, j'ai cette question-là dans la prostitution, j'ai cette question-là dans le foulard, donc le problème c'est le consentement. Et je retourne au XVIIe siècle, chercher la provenance du consentement mutuel, c'est-à-dire de ce qui pourrait faire égalité. C'est comme ça que j'ai fait ce texte, donc au début des années 2000. Voilà, donc c'est intéressant aujourd'hui, on en parle, de voir d'où ça vient. Ça vient justement d'une lecture ou l'égalité d'un opérateur, et où c'est cette question qui me permet d'échapper à cette condescendance et ce sexisme permanent qui consiste à penser que ça ne pense pas dans le féminisme. Or, tout mon pari est de dire que ça pense. Donc si ça pense, bon, j'ai déjà parlé des contradictions, on pourrait parler aussi des contretemps, de cette question de l'égalité comme outil de lecture, hein, et ce qui permet d'organiser, c'est comme par exemple, ça permet aussi de prendre des distances avec les moyens utilisés. Quand on utilise, ça s'arrange, là le Conseil de l'Europe vient de l'arranger, mais quand on regarde les définitions de ces dernières années du mot sexisme, c'est catastrophique. C'était toujours relié à la discrimination. Alors le sexisme, c'est pas une question de discrimination, parce que ça voudrait dire que ça renvoie à la République. C'est-à-dire le mot discrimination, c'est un néologisme de 1877. Donc c'est quand on sépare, on discrimine. Pour ça, il faut être dans une logique républicaine et démocratique. Et ça renvoie au droit. Or, le sexisme traverse les siècles. Et en fait, le sexisme, ce que j'ai proposé, donc ce sont des textes qui sont repris maintenant dans Féminisme et philosophie qui vient de sortir, c'est une disqualification. Alors là, le Conseil de l'Europe vient de dire « Ah, ça signale l'infériorité du sexe ». Non, c'est une disqualification. Ça veut dire quoi depuis Aristote? C'est-à-dire que nous ne sommes pas de la même qualité. Les femmes et les hommes ne sont pas de la même qualité. Donc après viendra la discrimination. Mais dans un deuxième temps. Le premier temps, c'est d'abord et ça je l'ai vécu toute ma vie, ce que je faisais n'était pas de la même qualité philosophique que les vrais philosophes. Puisque le féminisme, est-ce que ça pense? Donc j'en suis toujours là, 50 ans plus tard, à essayer de dire que ça pense. Et pour ça, je disais donc non seulement qu'il faut employer des outils comme principe, mais aussi écarter des obstacles. Et un des obstacles, et on vient de le voir toutes ces dernières semaines, un des obstacles, c'est la morale. La morale, si ça peut empêcher de penser la question du féminisme, c'est sûr et certain. En tout cas, c'est ce que j'affirme de longue date, mais encore plus violemment avec ce qui se passe en ce moment, où on veut nous renvoyer à la morale. Alors, nos lectures morales, je disais encore en venant là, un texte d'un grand écrivain disant mais on en fait une affaire morale, la morale a changé, etc. Non, c'est pas moral. Et d'ailleurs, on est en train de bifurquer sur l'affaire du consentement récent, qui s'appelle aussi le consentement, sur la question de la criminalité, en oubliant ce qui se passe entre les sexes, en oubliant la question sexuelle et sexuée et sexuelle. D'abord sexuée. Hein, c'est les temps de rappeler Gabrielle Russier, qui elle s'est suicidée parce qu'on l'a mise en prison, parce qu'elle avait une histoire d'amour avec un lycéen. Là, ça passait par la justice. Intéressant quand même, quelques années avant. J'en profite pour rappeler que ma génération, ça c'est vraiment une info, juste une info, ma génération, à la fin des années 70, n'était pas du tout d'accord pour ce qui se passait. Ma génération de féministes dans le MLF. Et quand Libération nous disait qu'on n'avait pas le droit de vouloir changer la loi sur le viol, hein, qu'on allait envoyer les immigrés en prison, qu'on était vraiment des garces, on avait trouvé qu'on était tellement en rapport de force négatif qu'on avait trouvé l'idée, ça c'était les avocates qui luttaient, il y avait 3 avocates, je pourrais donner les noms parce qu'il faut toujours donner les noms des femmes,
qui luttaient, donc Colette Auger, Monique Antoine et Josiane Moutet, il y en a deux qui ont disparu. On disait, bon, ben, on demandera un franc de dommages et intérêts. On en était là. Et c'est pas qu'on était d'accord avec ce qui se passait, c'est qu'on était en minorité. Mais cette minorité, je n'ai pas entendu dire qu'elle existait, c'est en dernier. Donc voilà, ça c'est pour dire que la question de la morale est précisément ce qui empêche de penser. Donc c'est un obstacle. Donc voilà, ça c'est la question de l'opérateur. Troisième point sur lequel je reviens beaucoup dans Féminisme et Philosophie, c'est la question du concept, des concepts. C'est-à-dire que, j'ai déjà parlé avec le consentement, mais je pourrais en prendre d'autres. C'est-à-dire prendre, je suis à la recherche depuis. Donc il y avait le concept genre, dont j'ai parlé au début, et puis il y a comment moi, j'essaye de mettre en avant des concepts. Alors j'ai pris l'exemple du consentement, mais j'en ai beaucoup d'autres. C'est à peu près ça que je fais tout le temps. C'est-à-dire quel va être le concept qui va me permettre de parler de la chose. Ben, par exemple, j'avais à la fin, dans un colloque au Collège de France, à la fin des années 90, puis je l'ai publié ensuite, qui était sur la contraception, contrainte ou liberté. C'était un colloque organisé par Henri Léridon et Françoise Héritier. J'avais proposé de parler d'habeas corpus. Alors pourquoi je parlais d'habeas corpus à propos de la contraception et de l'avortement, c'est-à-dire 1679, un droit civil et non pas un droit civique ou politique, un droit civil en Grande-Bretagne qui est « tu auras un corps à montrer ». Our bodies ourselves, c'est l'expression même de l'habeas corpus de 1679. You should have a body, mais our bodies ourselves, qui va ressortir là, c'est dans les temps qui viennent, ce livre américain tout à fait pionnier de la fin des années 60, 70, enfin en tout cas dans nos bibliothèques de cette génération. Et donc on s'aperçoit, alors pourquoi je prends ça? Parce qu'au lieu de savoir si c'est bien ou pas bien de faire des enfants et comment, bien d'avorter, etc., c'est que se posait par rapport à d'autres déclarations des droits de l'homme ou d'autres déclarations comme ça globales. Il se trouve qu'on était, il faut savoir qu'en 98, on célèbre grandement la déclaration des droits de l'homme de 48, dans laquelle, pour des raisons de parenthèse politique, je me trouve particulièrement mêlée. Et donc, j'apporte ça en me disant c'est un habeas corpus. Ça veut dire tu as quelque chose qui relève non seulement d'un droit individuel, non seulement d'un droit des femmes, mais aussi d'un droit qui concerne la question d'un corps en société. Donc voilà, ça c'est pour trouver le mot qui va correspondre à la chose. Et ça, on peut le faire aussi, par exemple, quand il y a eu les discussions sur la parité, moi je venais juste de publier Muse de la raison, donc je m'étais finalement arrêtée au fait qu'après l'exclusif, il y avait eu l'inclusif, mais ça ne m'a pas plus intéressé que ça, de dire qu'il y a une dynamique qui était lancée par l'émancipation des femmes et le féminisme depuis les années 1830, parce que les femmes refusaient cette position de nous sommes tous là, mais seuls les hommes s'installent à la tasse du banquet, vous êtes autour. En gros, c'est ça. On est tous dans la même salle, mais simplement les femmes ne s'assoient pas autour de la table. Et donc, ça, l'émancipation, c'est devoir lutter contre cet exclusif, et non pas excluant, exclusif. Et donc, je n'avais pas réfléchi au fait qu'il n'y avait toujours que 6% de femmes à l'Assemblée nationale, encore en 97, il faut le savoir. Et, enfin, de les années 90 à 97, ça a changé à ce moment-là, justement. Et donc, qu'est-ce que je fais dans ce cas? Je me dis, je n'ai pas pensé à la question du pouvoir des femmes. Mais pouvoir, ça ne veut rien dire. Pour moi, ça ne voulait rien dire. Elles n'ont pas le pouvoir. Et donc, la seule chose que je pouvais faire, c'est je fais quoi avec la question politique? Et donc, à ce moment-là, je découvrirai après dans ma propre existence, mais je ne savais pas que ça m'arriverait, la distinction entre gouverner et représenter. C'est-à-dire, si vous avez des secrétaires d'État dans le gouvernement Blum, quand les femmes ne sont pas citoyennes, c'est qu'elles peuvent gouverner. Pourquoi elles peuvent gouverner? Parce qu'elles sont nommées par le prince. Elles sont nommées par le chef du gouvernement pour leurs compétences. Madame Brunswick, etc. Et la fille de Marie Curie, Reine Joliot-Curie, etc. Mais elles ne sont pas encore citoyennes. La citoyenneté, c'est la possibilité de la représentation. Donc d'être représentant d'une portion de la nation et de quelqu'un qui va aller faire les lois. Quand vous gouvernez, ce n'est pas du tout ça. Et vous pouvez être nommé au gouvernement sans pouvoir être représentant de la nation. Donc du coup, c'était seulement les mots qui me permettaient, le concept de gouverner, de représenter, de rentrer dans la discussion sur le pouvoir. Ce qui me permettait ensuite de reprendre le mot gouverner, de m'apercevoir que, par exemple, Montesquieu utilise le mot gouvernement domestique, et que donc on avait pensé, sous l'Ancien Régime, la famille comme un lieu de gouvernement. Ça, c'était très intéressant au moment des débats sur le Pax, parce que ça me permettait de sortir de la discussion que je trouvais sans fin et inutile sur est-ce que ça va être comme un mariage ou pas comme un mariage,
Je vois Éric Fassin qui est au fond de la salle encore peut-être se souvient de toutes ces discussions sans fin et dont on avait vraiment marre. Et tandis que si je prenais le mot gouvernement domestique, à ce moment-là je disais ah ben oui, l'espace domestique est un lieu de pouvoir, donc de discussion, hein, qui fait quoi, qui prend la décision, etc., etc. Et à ce moment-là, donc c'est comme ça que j'ai fait un livre qui s'appelle Les deux gouvernements domestiques. Parce que c'est la séparation que Rousseau a voulu faire dans le contrat social lui-même entre gouvernement civil et gouvernement domestique, en disant que c'était un sophisme et qu'il ne fallait plus du tout comparer les deux. Parce que le patriarcat comparait les deux. Du père au roi, la conséquence était bonne. Voilà. Donc la question des concepts, c'est ce qui permet de poser les problèmes. Et donc là, c'est de mettre de plein pied la pensée féministe dans la philosophie. Donc c'est ça la question d'épistémologie. Après, si on me laisse encore, tu me laisses oui, combien, 1 minute, 2 minutes 5 minutes. 5 minutes. Je voudrais intervenir par rapport à ce qui a sans doute été aussi, du coup, à la suite de cette sorte de concept, discuté probablement ce matin, donc je regrette encore une fois de plus de ne pas avoir pu venir. C'est... non, il y a 2 choses que je voudrais dire, mais c'est... Alors, la première chose peut-être sur la lancée de tout ce que je viens de dire, puis après je prendrai le dernier point qui est ce que j'appelle être colporteuse, mais ce qui est, quand on est comme ça un peu dans cette provenance telle que je l'ai pratiquée dans mes travaux, ce qui est clair, c'est que le XXe siècle, le XXIe siècle fait rupture avec les 2 siècles qui précèdent au niveau du féminisme, puisque c'est la question du corps et non plus celle de la raison qui va devenir au centre de qui est au centre de nos interrogations. Alors moi j'en étais sûre déjà avec le corps reproducteur, hein, GPA, PMA, etc., suite de l'habeas corpus ou pas, les enjeux sont là, et en même temps, MeToo nous a mis dans ce que j'appelle, donc là c'est une partie, j'ai repris quelques-uns des entretiens que j'ai été amenée à faire en 2017-2018, dans les médias affolés par ce qui leur arrivait, c'est la question du corps collectif. C'est-à-dire que l'idée du corps individuel est une erreur, justement, et pas une erreur en soi. Toutes les analyses qu'il faut faire aujourd'hui reposent sur le fait qu'on est dans le corps collectif. C'est pour ça qu'on peut relier, je n'ai pas le temps de le déployer ici, les féminicides avec MeToo, bien que ça soit aux 2 extrêmes des positions économiques et sociales des femmes qui sont concernées par cela, et précisément c'est bien pour ça que c'est un rapport entre celles qui ont les moyens économiques de prendre la parole sans se retrouver jetées hors de chez elles, et celles qui, en prenant la parole, sont éventuellement trucidées. Donc on est là dans 2 extrêmes, mais c'est ce que j'appelle le corps collectif. Et ce corps collectif, il y a un texte, on en parlait à la seconde, que je n'ai pas arrêté de citer, et je vous trouverai cité là-dedans encore beaucoup, puisque j'ai repris la préface que j'avais fait à ce livre dans ce recueil. C'est le livre de Carole Patman sur le contrat sexuel, qui reste pour moi vraiment le livre fondateur de l'analyse de la modernité, et que j'ai cité donc à foison, et que je suis fière d'avoir fait éditer en français, puisque c'est grâce à l'Institut Émilie du Châtelet et ma position de présidente du comité scientifique à l'époque qui a permis cette publication. Et je crois ce livre essentiel pour comprendre que sous le contrat social, il y a un contrat sexuel qui est un implicite, et c'est ce contrat sexuel qui nous saute à la figure au XXIe siècle, et c'est fantastique. Et pour moi, c'est quelque chose d'absolument fantastique qui se passe. Donc, et alors, je reviens à la question de l'esthétique. Il se trouve que je termine sur la question du corps aussi, ce livre sur la suite de l'histoire, car la façon dont les femmes, depuis 50 ans, les femmes artistes, traversent leur corps, utilisent leur corps, mais pour le dépasser, c'est-à-dire pour dépasser leur corps individuel évidemment, est quelque chose d'assez passionnant. Donc on a, à tout point de vue, que ce soit reproducteur, au niveau des relationnels et des violences, comme au niveau de la production artistique, un corps qui est devenu l'enjeu de l'émancipation, quand pendant 2 siècles, voire 3, remontons jusqu'à Poulain de la Barre en 1673, c'est la question de la raison des femmes qui est en jeu. J'avais intitulé d'ailleurs mes recueils Raison des femmes, parce que c'était ça que je cherchais. Parce qu'évidemment, j'avais été tellement traumatisée par le fait qu'on m'avait dit que j'avais pas de raison quand je disais les philosophes. C'est quand même traumatisant quand on fait des études de philosophie et qu'on vous dit que vous n'êtes pas au bon endroit. Enfin, en tout cas, c'était traumatisant. Je ne peux pas le dire autrement, de mon esprit critique. C'était donc la raison des femmes qui se joue jusqu'à la fin du... Mais le cycle de droit est achevé, même si les droits ne sont pas bons, même s'il faut les améliorer. Là, je parle d'un lieu du monde. Alors, ce que permet le concept aussi, et c'est là-dessus que je terminerai, sur le fait qu'on peut
on peut juste partir avec un baluchon n'importe où. Et ça, c'est une dimension que on a beaucoup parlé on a beaucoup évoqué le consentement. Il y avait un autre terme qui concerne mon premier livre de 79, où j'avais fait un livre sur le service domestique. Pourquoi je faisais un livre sur le service domestique? Je terminerai là-dessus en disant que colporteuse, c'est quoi? C'est quelqu'un qui part avec un baluchon sur les routes, qui n'est donc pas dans une position de maîtrise, mais qui, avec les mots qu'elle a trouvés, les concepts qu'elle a trouvés, va les offrir à qui voudra les prendre. Et ça, et donc c'est cette position qui est une position de partir sur les chemins avec son sac à dos, son lanterne magique qui est l'opérateur égalité, et les mots qui sont des concepts, ça fonctionne de plusieurs façons. Si vous prenez le mot service, qui me permettait à la fois de parler des femmes que nous étions qui disaient on en a marre, ce qu'on appelle la charge mentale aujourd'hui, on en a marre de tout ce travail gratuit, on appelait ça le travail gratuit dans la cuisine et autres. Et puis de l'autre côté, on avait aussi un pan du féminisme qui disait arrêtez vous les bourgeoises, vous nous emmerdez avec vos histoires, ce qui est important c'est les travailleuses. Et du coup le PSU avait fait un livre qui s'appelait 18 millions de femmes à tout faire. 18 millions de femmes à tout faire, de bonnes à tout faire. Et attendez, ils n'ont pas beaucoup réfléchi, parce qu'il y a des vraies bonnes à tout faire, il y en a 1 million et quelques. Et du coup, la question n'était pas, je vais écrire un livre sur les bonnes à tout faire qui font 1 million en France, mais c'est quoi le service domestique? La question qui avait été posée par les féministes en 1900. C'était pas moi qui l'ai posée en premier, c'était juste, là encore, mes lectures qui me permettaient de voir que ça avait été déjà posé dans les années 1900, dans un grand colloque féministe. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, maintenant, de cette hiérarchie entre les femmes? Donc c'était ça la question du service. Eh bien, pourquoi je vous raconte ça? Parce que quand il y a eu une année, le Festival de femmes de Créteil l'a fait sur la question de la domesticité des films, c'était très frappant, parce que si les Philippines vont travailler chez les Marocaines, enfin, au Moyen-Orient, etc., on sort de la question de la position occidentale par rapport aux autres pays, du post-colonial et des décolonisations, avec les mots qui circulent. Moi, par exemple, ce qui m'hallucine, c'est un exemple que je prends tout le temps, c'est que j'avais fait un texte qui s'appelait « Les contretemps de l'émancipation », notamment pour montrer qu'au XIXe siècle, on dit aux femmes « Vous ne pouvez pas être citoyenne, vous n'êtes pas éduquée ». Ah bon, parce que si vous étiez ouvrier, ça n'était pas un problème, vous pouviez avoir le droit de vote, même après 1848, même si vous ne saviez pas lire, mais les femmes, non. Donc vous étiez en retard. Et puis, il y avait les marxistes et les révolutionnaires qui disaient « Mais attendez, on fait la révolution, vous faites la révolution avec nous, vous êtes sûrs, après on s'occupe de vous ». Donc elles étaient soit en retard, soit en avance, mais elles n'étaient jamais dans la bonne temporalité. C'est encore une question qu'on peut se poser aujourd'hui et qu'on s'est beaucoup posé avec les révolutions arabes. Et alors le plus étonnant, c'est que ce texte sur le contretemps, et je m'arrête là, Anne, et ce texte sur le contretemps, il est téléchargé par tous les pays du continent africain. Ça, c'est une des plus belles choses que je peux vivre. C'est-à-dire qu'un texte qui n'a rien à voir, qui a tout à voir avec ce qui se passe en Europe et en France, tel que s'il est construit conceptuellement par rapport à une question qui se pose à l'émancipation, il peut circuler ailleurs. Sur la notion du service, c'est pareil. Donc ça, c'était ma contribution peut-être à des questions qui ont été posées hier et autrement. Excuse-moi, Anne, d'avoir dépassé mon temps. Non, parce que moi aussi, je vais dépasser. Non, mais il fallait m'arrêter. Non, mais c'était très bien. On a tout à fait le temps, donc il n'y a pas de raison. Merci beaucoup, Geneviève. Donc on enchaîne immédiatement avec l'intervention d'Anne Lemel-Berger qui s'intitule donc La fin de la sexualité, sans point d'interrogation. En fait, il y a un point d'interrogation. Donc je réfléchis depuis un certain temps aux formes et aux raisons qu'a pris ce qu'on pourrait appeler l'antibiologisme dans la pensée féministe dite de la seconde vague. À diverses reprises, je me suis interrogée sur le sens d'une certaine confusion entre les notions de corps, celles de nature et celles de biologie, et sur les effets de la réduction de l'un ou de l'une à l'autre dans une certaine axiomatique féministe, alors même que ces notions ont des histoires philosophiques et relèvent de cadres épistémologiques différents les uns des autres. La notion de physis chez Aristote ne signifie pas la même chose et ne fonctionne pas de la même manière que celle de nature chez Rousseau. La nature chez Rousseau n'a pas grand-chose à voir avec ce que Gail Rubin, emboîtant le pas à Lévi-Strauss, appelle le biologique. Le corps érogénéisé de la psychanalyse n'est pas le corps de la physiologie médicale et n'est pas tout à fait le même que le corps sujet de la phénoménologie dont il est pourtant proche, etc. Et si le corps est longtemps demeuré un objet encombrant pour la pensée féministe,
pour reprendre une formule d'Hélène Rouch, biologiste féministe française, il n'est pas conçu de la même manière selon qu'on se revendique de l'héritage beauvoirien ou d'une certaine pensée queer. Quoi qu'il en soit, et je ne suis bien sûr pas la seule à le remarquer, en présentant le corps comme une donnée native, donc naturelle et stable, et en rabattant de fait l'une sur l'autre l'anatomie, la biologie et la sexualité, certaines penseuses ou penseurs se rendent précisément coupables, entre guillemets, à l'endroit du corps de l'essentialisation qu'elles ou ils veulent et croient pouvoir dénoncer. Mais je vais beaucoup trop vite parce qu'aujourd'hui, c'est d'une préoccupation inverse que je veux vous entretenir. Je vois se dessiner, au sein même des sciences humaines et sociales, ce que j'appellerais un tournant biologique d'un nouveau genre, SIC, qui concerne également la pensée féministe et les études de genre, et qui m'interpelle tout autant que l'antibiologisme que j'ai sommairement évoqué. Les raisons de ce tournant sont multiples. Il y va en partie d'une réaction au règne supposé d'un certain discursivisme dans les sciences humaines et sociales, auquel le retour aux réalités têtues du corps et de la matière chercherait à faire pièce. Mais l'explication n'est pas suffisante, et pour établir mon constat, je vous propose une traversée rapide de 3 ou 4 ouvrages qui me paraissent illustrer ce tournant à des titres divers. Testo Junkie de Béatrice Preciado, qui date de 2008, quand Preciado signait encore au féminin, c'est important. Gut Feminism, ouvrage de la théoricienne australienne féministe queer installée aux États-Unis Elizabeth Wilson, et Les Nouveaux Blessés, ouvrage de Catherine Malabou, publié en 2015. Je commencerai par cette dernière en rappelant brièvement que c'est dans Changer de différence, publié en 2009, et qui a pour sous-titre « Le féminin et la question philosophique », que Malabou propose pour la première fois de faire dialoguer philosophie et sciences du vivant et de redonner une dignité philosophique à la biologie. Le livre dans son ensemble se lit comme un défi lancé à son ancien maître Derrida, qui passe par la décision de suivre son propre chemin philosophique en tant que femme. Il y a un chapitre qui s'appelle Possibilité de la philosophie, je ne me rappelle plus là, oui c'est ça, Possibilité de la femme, impossibilité de la philosophie. Malabou est devenue depuis l'une des avocates les plus reconnues de l'alliance entre philosophie et neurosciences, affirmant avec toujours plus de force et de conviction la capacité de ces dernières à éclairer de façon autrement plus efficace que n'avaient pu le faire jusque-là les humanités, la philosophie ou encore la psychanalyse, les domaines que ces dernières s'évertuent depuis plus ou moins longtemps à explorer. Nous vivons à l'heure de la libération neuronale, affirme-t-elle ainsi avec enthousiasme dans son introduction à « Que faire de notre cerveau ?» paru 2 ans après Changer de différence. Dans Les Nouveaux Blessés, Malabou gravite encore un degré supplémentaire dans l'exposé de sa conviction que les neurosciences constituent une nouvelle époque incontournable du savoir comme pouvoir, sinon l'ultime réponse aux questions esquissées jusqu'alors dans les champs mitoyens de la philosophie et des sciences humaines. Dans sa préface à la seconde édition de l'ouvrage, elle enjoint ces dernières de faire place au cerveau, à son étude et à ses lumières, dans des termes quasi messianiques, je cite. La psychanalyse, la philosophie, toutes les sciences humaines en général doivent accueillir le cerveau comme un nouveau venu en théorie. Elles doivent faire de la place à sa matérialité autant qu'à sa forme, qui constitue son étrangeté, mais aussi sa ressource critique. Notez l'emploi répété du verbe devoir, qui transforme la démarche épistémologique en impératif catégorique. On retrouve le même ton impérieux dans telle déclaration de la page 52, qui annonce la subordination de la sexualité à ce qu'elle nomme, en élevant le travail du cerveau à la dignité du concept, la cérébralité. Je cite, « Aujourd'hui, la valeur étiologique de la sexualité se voit subordonnée à celle de la cérébralité, renversant l'ordre ancien de la domination qui accordait à la psychanalyse, jusqu'à une période récente, la prééminence. Par subordination de la sexualité, il faut entendre d'abord l'effacement de la spécificité du sexuel dans l'économie générale des affects commandée par l'activité émotionnelle du cerveau. » Fin de citation. En déployant dans ce passage tout le champ sémantique de la domination et du pouvoir, avec des verbes comme subordonner, renverser, commander, et des substantifs comme subordination, groupe substantif ordre ancien de la domination, ou encore prééminence,
Malabou fait même du débat épistémologique une bataille politique, au terme de laquelle il ne devrait y avoir que des vainqueurs et des vaincus. Les Nouveaux Blessés a en effet pour ambition de renverser l'ordre ancien de la domination psychanalytique en portant le coup final à la théorie freudienne du trauma et à travers elle à la théorie de la sexualité qui s'articule intimement à la première, Malabou a raison de le souligner. À l'ordre ancien de la domination freudienne, dont témoigne la centralité du paradigme de la sexualité, elle entend donc substituer l'ordre nouveau de la cérébralité. Comme Malabou, Elizabeth Wilson souhaite que, je la cite, la théorie féministe s'intéresse de plus près et avec moins de prévention aux données de la biologie, en anglais biological data. Elle questionne néanmoins l'adoption sans réserve du discours neuroscientifique par celles et ceux qu'elle nomme, en visant explicitement Malabou, je la cite, la nouvelle espèce des critiques neurologiquement compétents. Elle rejette, je la cite encore, la croyance en la capacité des données biologiques à rendre caduques les méthodologies interprétatives. En d'autres termes, l'idée que les nouvelles découvertes concernant la nature et le fonctionnement du cerveau signent non seulement la fin du règne conceptuel de la sexualité, mais aussi le crépuscule des humanités et des sciences humaines, à commencer par la psychanalyse. Wilson se demande enfin si la centralité attribuée au cerveau par les neurosciences et leurs nouveaux adeptes ne reproduit pas, en le biologisant, le privilège traditionnellement accordé à la tête dans la représentation du corps humain, privilège qui fonde le parallélisme traditionnel entre corps vivant et corps politique et sert de justification à la conception hiérarchique du corps politique comme un corps composé d'un chef et de membres dont le premier commanderait les mouvements. Je vous rappelle que le mot chef, du latin caput capitis, qui donne le lexique du capital et de la capitale en français, veut dire tête, en ancien et moyen français. Contre cette métaphorique, qui est aussi une métaphysique du corps, contre la conception de ce dernier comme un organisme hiérarchisé, Wilson se propose de faire rentrer dans le tableau, comme elle dit, ce qu'elle nomme la périphérie du corps, là où celle-ci constitue, selon elle, le véritable substrat psychologique de ce dernier, et de, je cite encore, désisoler le cerveau du corps, la psyché des phénomènes chimiques, les neurones du monde. Le livre n'est pas publié en français, donc c'est moi qui traduis. D'où son choix de faire du gut, des viscères, le point de rencontre stratégique entre biologie et féminisme, ou l'inverse. Gut feminism tente ainsi de jeter les bases théoriques d'un féminisme viscéral dans tous les sens de l'expression en français. Dans cette perspective, Wilson cherche à promouvoir une conception de la biologie qui soit dynamique, c'est son mot, et, dit-elle encore, aussi imprévisible ou instable que n'importe quel système social, textuel, culturel, affectif, économique, historique ou philosophique. Ce qu'elle cherche à faire en dernière instance, c'est à réconcilier Freud et le Prozac, la psyché et le soma, contre le scepticisme grandissant des tenants des neurosciences et de la psychiatrie à l'endroit de la psychanalyse. Mais s'il s'agit bien pour elle d'entamer l'exploration d'une espèce d'inconscient biologique, formule qu'elle emprunte au psychanalyste et disciple de Freud, Chandor Ferenczi, s'il s'agit bien donc d'entamer l'exploration d'une espèce d'inconscient biologique qui ne soit pas centré sur le cerveau, s'il s'agit bien encore de refuser de traiter la biologie comme l'objet phobique de la théorie féministe, quelle est la portée proprement politique du livre ? L'ouvrage de Preciado, Testo Junkie, me paraît offrir une articulation plus probante, quoique ambiguë, à plus d'un égard, de la biologie et d'une certaine politique queer ou post-féministe. Dans Gut Feminism, c'est autour d'une réflexion sur la pharmacologie de la dépression que Wilson tente de rassembler les fils de son propos. Et c'est dans le sillage de l'analyse déridienne de la structure du pharmacone qu'elle réfléchit sur les apories pharmaconistiques de la clinique de la dépression, mais aussi du traitement par le féminisme de sa propre hostilité. Donc ce sont les deux, le livre a deux objets, la question de la clinique de la dépression et la question de l'hostilité du féminisme, une hostilité qui s'adresse principalement d'ailleurs, qui est une hostilité interne qui s'adresse au féminisme et aux féministes elles-mêmes.
Hostilité donc que Wilson décrit comme une sorte de colère que sous-tendrait une position dépressive. Mais le tournant pharmacologique de la biologie contemporaine et ses enjeux indissociablement économiques et politiques n'apparaissent nulle part plus clairement que dans l'œuvre de Preciado. Testo Genchi fait, comme on le sait, la chronique d'une ingestion transgressive hors protocole médical de testostérone par l'auteur et narratrice de l'ouvrage. Donc je rappelle que la narration de Testo Genchi dans la langue genrée qu'est le français se déroule en effet majoritairement à la première personne du féminin, et voilà pourquoi j'emploierai souvent le féminin pour parler de l'auteur, narratrice et personnage de ce livre. La testostérone est, comme on le sait, responsable du développement d'un certain nombre de marqueurs biologiques masculins. L'hyperandrogynie peut être provoquée artificiellement, comme c'est le cas dans les protocoles de transition sexuelle qui dépendent alors de la fabrication d'hormones synthétiques ou de la reproduction à l'échelle industrielle d'hormones dites naturelles par l'industrie pharmaceutique. Ou bien elle peut se produire naturellement, comme il arrive dans la biologie de certaines formes de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intersexualisme. Dans ce dernier cas, l'hyperandrogynie est traitée comme une pathologie au regard de la norme statistique. Que telle ou telle hormone dite sexuelle soit spontanément fabriquée par le corps ou qu'elle soit mise sur le marché par l'industrie pharmaceutique, qu'elle soit naturelle ou synthétique, elle a en tout cas la même capacité à affecter la présumée binarité sexuelle. En ce sens, il n'y a pas de différence ontologique entre la testostérone naturellement produite par le corps et celle qu'on ingère, donc entre l'original et le supplément. Et même si les effets biologiques d'une ingestion réglée d'hormones et ceux des variations naturelles du taux de telle ou telle hormone dans le corps ne sont pas du tout les mêmes, m'a-t-on dit, on peut dire que la production naturelle d'hormones dans le corps est déjà plastique, au sens que Malabou donne à cette notion. L'hormone fabriquée par le corps est toujours déjà virtuellement une arme pharmacologique prête à être mise au service d'une technique de renforcement ou de réassignation du genre. Ce n'est pas un hasard si la toute première théorie du genre, c'est-à-dire de la non-coïncidence entre sexe et genre dans le monde occidental, fut proposée par un endocrinologue, John Money, spécialiste des dysfonctions hormonales chez les enfants. L'administration d'hormones joue un rôle majeur aujourd'hui, à la fois dans le processus effectif de la transition de sexe et dans la représentation culturelle du corps trans. Deux lectures du corps trans sont alors possibles et les deux ont bien cours. Selon une première lecture, qui se fonde encore sur la dichotomie nature-culture, dont parlait Geneviève, le corps trans, en tant que corps construit ou reconstruit, incarnerait à proprement parler le remplacement ou la relève de la nature par la culture et ses techniques. En ce sens, et qu'on le veuille ou non, il accomplirait en l'illustrant le programme cartésien de domination de la nature. Selon une autre lecture, que les travaux de Malabou et de Wilson contribuent différemment à faire émerger, le corps trans rendrait manifeste la plasticité de la biologie, qui ne saurait donc être renvoyée au domaine des essences fixes. Il montre que le vivant est toujours déjà en transformation et qu'il n'y a rien de naturel, c'est-à-dire littéralement qui soit donné une fois pour toutes à la naissance et par la naissance, donc nature vient du verbe natior natusum qui veut dire naître, dans le corps dit biologique. En d'autres termes, il n'y aurait pas de rupture ontologique ou épistémologique entre la biologie et la pharmacie. En pensant la biologie comme une pharmacologie, Preciado en fait apparaître plus directement que Malabou ou Wilson la dimension politique. Se présentant d'une certaine manière comme l'héritière ou l'héritier, mais aussi comme la relève de Foucault, il cherche à montrer que la biopolitique contemporaine ne se soucie plus simplement de discipliner les corps en exerçant sur eux une pression sociale venue de l'extérieur, mais vise à les modeler de l'intérieur en mettant la vie au service d'une économie capitaliste à laquelle rien n'échappe. Sous le régime pharmaco-pornographique, alors je le cite, les technologies font désormais partie du corps, se diluent dans le corps, se convertissent en corps. La relation corps-pouvoir devient tautologique,
la technopolitique prend la forme du corps, prend corps, s'incorpore. Un des signes de la transformation du régime de somatopouvoir au milieu du XXe siècle sera la numérisation et la molécularisation des dispositifs de contrôle et de production de la différence sexuelle et des identités. Fin de citation. Cette intensification technologique de la biopolitique a pour conséquence l'impossibilité de concevoir désormais les corps comme des points d'appui de la résistance aux prises du pouvoir, qu'il s'agisse du corps foucaldien à la fois hédoniste et hétérotopique qui cultive les plaisirs, ou du nouveau corps amoureux, j'emprunte cette formule à Arthur Rimbaud, qui défie les interdits du féminisme dit de la seconde vague. Dans Potentia Gaudendi, section du second chapitre de Testo Junkie, Preciado analyse la façon dont, sous le régime économico-socio-culturel contemporain qu'elle qualifie de pharmacopornographique, il est devenu impossible de distinguer la puissance de jouir humaine de la machine énergétique capitaliste, de distinguer par conséquent l'énergie sexuelle apparemment sauvage et non domesticable, avatar de la libido freudienne, du processus de la marchandisation, non seulement des produits manufacturés, mais de tous les aspects de la vie humaine, processus accéléré par la technique. Si, pour Marx, le corps vivant du travailleur était déjà le lieu de la conversion de la force de travail en capital, la force orgasmique molécularisée du corps sexuel bionique tend désormais à se confondre avec les flux du capital lui-même. Le gonflement érectile et la croissance capitaliste participent de la même logique et du même mouvement, de telle manière que chaque manifestation de jouissance, chaque orgasme, concourt à la dilution de la vie dans le biocapitalisme, que chaque acte de création, y compris l'écriture de Testo Junkie, alimente la pulsion autocannibale et destructrice du capitalisme. Preciado illustre et même incarne dans son œuvre et dans son corps ce qu'il théorise, en l'occurrence, de ce point de vue-là, en l'occurrence la complicité inquiétante entre une certaine biomédicalisation de la sexualité, donc de la subjectivité, et le nanocapitalisme mondialisé, la sexualité étant à la fois le lieu et le canal du processus de subjectivation, aussi bien selon Foucault que selon Freud, même si chacun de ces derniers la pense différemment. Quels sont donc les bénéfices ou inversement les inconvénients potentiels pour une politique et une épistémologie féministe de ce tournant biologique que j'ai rapidement évoqué? Dans sa manière de traiter la testostérone, en lui accordant un rôle central dans le processus expérimental de franchissement de la barrière du genre, Preciado flirte avec l'idée que le genre et la sexualité ont bel et bien un fondement, sinon biologique, en tout cas biomédical. Dans le premier chapitre de l'ouvrage intitulé « Ta mort », il décrit les premiers effets sur elle, alors là en l'occurrence c'est important de dire elle, de l'ingestion de testostérone dans les termes suivants. Alors, je la cite, s'installe peu à peu une lucidité extraordinaire, accompagnée d'une explosion d'envie de baiser, de marcher, de sortir, de traverser la ville entière. Tout se passe donc comme si, avant même d'avoir des effets perceptibles sur les caractéristiques sexuelles secondaires, telles que la hauteur de la voix ou la pilosité du visage, la prise de testostérone affectait sa relation érotique au monde, témoignant de la composante biochimique de la sexualité. Elle se dit saisie d'une envie explosive de baiser, de marcher, de sortir, de traverser la ville entière, autant de pulsions qui sont culturellement associées à la masculinité. Plus loin, dans l'ouvrage, la narratrice suggère à nouveau le lien direct entre prise d'hormones, nature des sentiments et comportement genré. Je passe la citation pour aller plus vite, mais je la commente. S'imaginant rejetée par VD, son objet d'amour et de fantasme, elle, dit-elle, sent monter en elle une bouffée d'estrogène qui lui donne envie de pleurer. Et même si elle décrit ses affects de femme, c'est une citation, comme la manifestation résiduelle du monstre du programme culturel féminin, elle attribue bien le réveil du monstre à la diminution du taux de testostérone dans son corps, dû au fait qu'elle a interrompu la prise de testostérone pendant 4 jours d'affilée. Les taux d'estrogène ou de testostérone dans le sang suffisent-ils donc à déclencher des comportements aussi connotés en termes de genre
que les pleurs dans un cas, la baise furieuse dans l'autre. L'estrogène fait-il d'une femelle une femme? Dans ce cas, autant, comme l'écrit Preciado en anglais dans un mouvement d'humeur aussi comique qu'explosif, fuck Beauvoir, fuck feminism, fuck love. D'autres passages de Testo Junkie, tout aussi nombreux, semblent cependant s'inscrire en faux contre une lecture biologique de la sexualité et du genre. Ainsi, lorsque dans l'autobiographie sexuelle qu'elle esquisse au chapitre 5, elle, pour le coup, indique que depuis l'enfance, elle possède une bite fantasmatique d'ouvrier et réagit à tous les culs qu'elle voit bouger, fin de citation, c'est bien sûr une façon d'affirmer qu'on n'a pas besoin d'avoir recours à une supplémentation biomédicale, ni même chirurgicale ou prosthétique, pour se sentir mec, se comporter et s'exprimer comme tel, dans le double registre du genre et de la sexualité. La bite fantasmatique est un pharmacone ou un substitut efficace à l'absence d'équipement physiologique approprié. Que faire néanmoins de ces énoncés récurrents qui semblent, contre Lacan sinon contre Freud, et certainement contre la théorie féministe dans son axiomatique la plus répandue, avaliser l'idée que le genre et la sexualité ont un fondement biologique? Faut-il y voir des exemples de l'ironie consumée de l'auteur, qui joue de la confusion auteur, narrateur, narratrice, personnage? Mais s'il ne faut pas prendre tous les énoncés signés Preciado au pied de la lettre, quand pouvons-nous ou devons-nous les prendre au sérieux? À quels indices textuels se fier? À tout le moins, et quelle que soit l'intention de l'auteur ou leur valeur de vérité, ces énoncés sont bien le signe d'une certaine pression à la fois culturelle et épistémologique exercée par ce que j'ai appelé le tournant biologique, un tournant d'autant plus sensible qu'il est guidé par la logique du profit capitaliste, comme le montre Preciado de façon joueuse. Si les avancées biomédicales ont une telle force de persuasion et de séduction, n'est-ce pas aussi parce qu'elles sont aiguillonnées par des intérêts capitalistes, parce qu'elles prennent de fait la forme d'entreprises capitalistes juteuses? Oui. Où ensuite Isabelle Dussauge, chercheuse en études de genre et qui s'intéresse au discours scientifique, a consacré un article à la biomédicalisation de la sexualité, dans lequel elle s'est intéressée à la rationalité techno-économique qui sous-tend la recherche des clés cérébrales du mécanisme du désir et qui colore le vocabulaire analytique utilisé par les chercheurs en neurosciences qui travaillent sur la sexualité. Celle-ci est ainsi comprise en termes de gratification, d'anticipation d'un retour sur investissement, d'attente des récompenses, etc. Signe supplémentaire, s'il en fallait, que les neurosciences sont bien des sciences de et pour notre temps, ce temps du capitalisme très avancé que caractérise, comme le montre Preciado dans le sillage des penseurs du capitalisme post-opéraïste, la transformation de tous les aspects de la vie en capital. Elle est bien loin, l'idée suggérée par Freud et poursuivie par Lacan, que désir et satisfaction sont, sinon antinomiques, du moins structurellement mal ajustés, la vie humaine consistant à faire de cette déhiscence une ressource créative. Freud, on le sait, était lui-même neurologue de formation et il en appelle souvent dans son œuvre à une biologie à venir, donc à inventer, pour résoudre tel mystère résiduel de la psyché ou du comportement humain. Mais de même qu'il doutait du fait que la biologie de la reproduction sexuée puisse nous apprendre quoi que ce soit sur les distinctions de genre, de même il ne pensait pas que l'étude empirique des circuits neuronaux, certes encore balbutiante à son époque, suffise à rendre compte de la psyché, ou plus précisément encore du corps psychisé. Comme il l'écrit à la fin de sa célèbre conférence sur la féminité, je le cite, « Si vous voulez en apprendre davantage sur la féminité, interrogez votre propre expérience, adressez-vous aux poètes, ou bien attendez que la science soit en état de vous donner des renseignements plus approfondis. » Fin de citation. La biologie, oui, mais pas sans la poésie. C'est bien son alliance avec la littérature, c'est bien le crédit accordé à celle-ci et l'idée qu'elle aussi peut être détentrice et productrice d'une forme de savoir, particulièrement dans les domaines qui intéressent la psychanalyse, que les neuroscientifiques reprochent aujourd'hui à la pensée freudienne. Et de fait, le corps freudien,
ce corps qui parle, sinon en vers, du moins en trope, le symptôme est métaphorique, ne saurait être exploré avec les instruments de la science dite dure, par exemple une IRM, d'où la méfiance, sinon le mépris de celle-ci, à l'encontre de la découverte freudienne. La psyché, catacrèse mythologique, miroir de l'infigurable, oui, c'est vrai, n'est pas le cerveau. Est-ce à dire que le corps freudien est une fiction, c'est-à-dire n'est une fiction? Plus exactement, et ce sera ma question finale, est-ce à dire que la fiction n'est d'aucun usage pour comprendre et vivre le monde et notre corps? Je crois pouvoir trouver des éléments de réponse à cette question dans l'invalidation partielle de Freud à laquelle se livre Malabou dans Les Nouveaux Blessés. L'un des mots-clés qu'utilise Malabou de manière récurrente pour dénoncer l'insistance indue de Freud sur ce qu'il nomme, dans le sillage des psychopathologues du XXe siècle, mais dans un sens tout nouveau, la sexualité, l'un de ces mots donc est le mot « détour ». Ainsi affirme-t-elle dans la partie du livre qui s'intitule « La subordination neurologique de la sexualité », je la cite, « le sexuel est le détour du cérébral », et de développer quelques paragraphes plus loin, je cite, « l'économie cérébrale des émotions ne nécessite ni le détour d'une énergie psychique, ni la constitution d'un appareil dont la topique imaginaire viendrait en quelque sorte se superposer à son organisation anatomique et biologique. » Fin de citation. Dans l'auto-affection cérébrale, elle insiste, je cite encore, « l'énergie psychique est en quelque sorte le détour rhétorique de l'énergie nerveuse. » Qu'est-ce qu'un détour? Bien sûr, c'est le contraire d'une ligne droite. Un détour est une déviation, le long d'une voie nécessairement plus longue et plus complexe, sur laquelle on peut se perdre et qui exige donc une dépense de temps et d'énergie supplémentaires. Malabou qualifie de détour aussi bien le sexuel comme tel, le sexuel est le détour du cérébral, que l'énergie psychique, suggérant ainsi à raison leur homologie dans la pensée freudienne. Le sexuel et l'énergie psychique, ou le sexuel comme énergie psychique, seraient donc littéralement déviés, sinon déviants. Se dépensant et se perdant en route, ils perdent le sujet. En tant qu'économie et en tant qu'elle fait l'objet d'une théorie économique, l'économie psychique n'est donc pas économique et pas très profitable comme théorie, contrairement à l'économie cérébrale, qui est sans détour et qui génère ainsi des bénéfices épistémologiques supérieurs. Pour soutenir sa conception de l'énergie psychique, Freud serait ainsi obligé de déployer une énergie accrue, de donner un tour supplémentaire, sinon une tour imaginaire, à l'édifice indécidablement théorique et rhétorique qui vient se superposer à l'organisation cérébrale, par-delà ou par-dessus ses fondations anatomiques et biologiques. Si je comprends bien, alors attendez, voilà, non, pardon, oui, dans un passage que je n'ai pas le temps de citer, Malabou décrit la pulsion sexuelle comme une énergie exigeant d'être liquidée, mais dont la liquidation n'est ni simple ni immédiate, parce que l'énergie libidinale ne circule et ne se manifeste que de manière détournée ou dévoyée. L'énergie, dit-elle, y subit des tours, selon un processus d'encodage cryptique qui appelle le déchiffrement et que Malabou caractérise elle-même comme une opération de traduction. Cette traduction de l'énergie sexuelle en langage chiffré et comme langage chiffré inaugure ce que Malabou nomme l'aventure herméneutique de l'énergie psychique. Si je comprends bien l'argument de Malabou, celle-ci ne reproche pas tant à Freud de faire parler la sexualité que de la faire parler rhétoriquement, à travers des tours et tropes coûteux qui font courir au sens et au sujet qui le traquent le risque de se perdre en traduction. Engagés dans le déchiffrement sans fin de cette tropologie psychique, nous perdons de vue les messages aussi clairs qu'indubitables émis par le cerveau. Mais peut-on jamais parler sans détour, sans s'égarer, donc aussi sans fictionnaliser, sans faire comme si, sans s'aventurer sur le chemin plus ou moins sinueux et toujours métaphorique, quoi qu'on en dise, de la spéculation? Et peut-on surtout vivre sans détour, c'est-à-dire sans dévier de notre cours biologique, aussi certaine qu'en soit la destination? Ne sommes-nous pas toujours, tant que nous vivons, perdus dans la traduction?
Dans Au-delà du principe de plaisir, Freud caractérise la vie de manière irréductiblement ambiguë comme un détour vers la mort, signifiant par là que nous allons vers elle en nous en détournant, que nous nous détournons d'elle en y allant, pour aller sans aller dans la direction qu'elle nous impose. L'énergie psychique, comme énergie sexuelle, est ainsi dépensée sans être complètement liquidée, pas tout de suite et pas d'un coup. Or, dès que l'on s'engage, ou plutôt qu'on est engagé dans cette voie sinueuse, pleine de tours, qui sont autant de ruses, voie que la psychanalyse a tenté de cartographier, et que la littérature, qui a fait des tours du langage un art, emprunte depuis toujours, n'a-t-on pas besoin de méthodes herméneutiques, interpretive methodologies, comme le dit Elizabeth Wilson, au moins autant que de technologies de visualisation? Une vie sans tour vaudra-t-elle jamais le détour? Merci beaucoup, Anne. Je cède maintenant tout de suite la parole à Camille Froidevaux pour son intervention qu'elle a donc intitulée « Une phénoménologie féministe pour aujourd'hui ». Merci. Je voudrais commencer par remercier Sandra Logier, Joseph Cohen et le comité organisateur de m'avoir invitée. Je suis vraiment très heureuse d'être ici. Et puis avant de commencer, je voudrais dire que à quelques centaines de mètres d'ici, il y a nos collègues de Fac et Labo en lutte qui défilent et qui résistent. Alors je suis là aujourd'hui, mais je suis aussi un peu avec eux en pensée et je pense que je ne suis pas la seule. Alors cela ne vous aura pas échappé, mais nous observons depuis quelques années un mouvement de reviviscence féministe centré sur la question du corps des femmes dans ses dimensions les plus intimes. La dynamique est aussi intense qu'elle est récente, puisqu'elle se déploie depuis à peu près le début des années 2010 pour atteindre aujourd'hui comme son acmé. On assiste au déploiement d'une myriade de revendications dont la dimension souvent très spécifique ne doit pas cacher l'importance globale et la cohérence. Qu'il s'agisse de rendre les produits hygiéniques accessibles à toutes les femmes, de dénoncer les violences gynécologiques et obstétricales, de représenter tous les organes génitaux féminins dans les manuels scolaires, de discuter de leur fonctionnement et de leur rôle dans le plaisir sexuel, de débattre publiquement de pathologies génitales trop longtemps ignorées par la médecine, de lutter pour que les agressions sexuelles et le viol soient considérés socialement pour ce qu'ils sont, des délits et un crime, de réclamer enfin que les femmes battues par leurs conjoints soient protégées et que leurs bourreaux soient condamnés. Toutes ces démarches militantes ont un point commun: reprendre le contrôle sur nos corps intimes pour les arracher à la réification à laquelle ils ont été réduits et qui les condamnait à n'être que des outils procréateurs et ou des objets sexuels. Outre sa dimension de reprise et d'approfondissement des revendications de la première heure, ce tournant génital du féminisme, ainsi que je l'appelle, a ceci d'intéressant qu'il révèle la longue occultation de la corporéité féminine dans la pensée et dans les combats féministes. La lutte pour le contrôle de la procréation a été menée dans les années 70 au nom d'un projet global de libération des femmes. Il s'agissait d'en terminer avec leur assignation immémoriale à la fonction maternelle. Une fois en mesure de choisir, de repousser ou de refuser même une éventuelle grossesse, on espérait qu'elles puissent s'extirper de leur enfermement domestique, s'impliquer pleinement dans le monde du travail et mener une vie sexuelle enfin libre. Car maîtriser son corps procréateur, c'était cela aussi, voir s'ouvrir l'horizon d'une sexualité libérée parce que dissociée de la maternité et de la conjugalité obligatoire. Or, il a bien fallu le constater, cette promesse n'a été qu'à moitié tenue. Si les femmes ont pu aspirer à devenir des hommes comme les autres dans la vie sociale, elles n'ont en rien été affranchies de leurs conditions mineures et subordonnées dans la vie privée. La révolution promise dans le domaine intime de la sexualité n'a pas eu lieu, un paradoxe que le mouvement MeToo a mis au jour. Si, en se débarrassant du destin maternel des femmes, le féminisme a ébranlé le système patriarcal dans ses fondements mêmes, il n'a en rien affecté les mécanismes ancestraux de la prise masculine sur les corps féminins. La relance contemporaine du projet émancipateur met au jour une réalité jusque-là profondément enfouie. Les ressorts de l'assignation privée des femmes avaient survécu à la rupture de la révolution féministe. Ce qu'il faut comprendre dès lors, c'est comment il a pu se faire que l'aspiration à l'égalité ait pu conquérir une telle légitimité, en même temps que l'injection à rester une femme, c'est-à-dire un corps à disposition, soit demeurée si pesante jusqu'à aujourd'hui. Alors la chose s'éclaire, selon moi, à l'aune du processus de cumul qui a caractérisé l'émancipation féminine. Si elles sont devenues des individus de droit,
légitimement investies dans le domaine social et professionnel, les femmes n'ont pas pour autant cessé d'être des sujets définis d'abord par leur vie sexuelle, conjugale et maternelle. Le phénomène s'explique bien évidemment par la puissance enracinée des fondements de l'ordre patriarcal, mais il a aussi à voir, selon moi, avec un certain déni féministe de la question corporelle. La dynamique de libération s'est en effet déployée dans une forme d'aveuglement aux conditions incarnées de sa réalisation, le corps des femmes étant progressivement désinvesti par celle-là même qui l'avait placé au cœur de la lutte. Il y avait à cela une certaine cohérence. En occultant la corporalité féminine, assimilée à l'ancien asservissement privé, on espérait pouvoir se débarrasser des ressorts même de la domination masculine. Sur le versant libéral du féminisme, cela s'est traduit par l'idéal d'une réussite sociale calquée sur celle des hommes et rendue possible par la délégation des charges domestiques et maternelles à d'autres femmes, soit le scandale d'une émancipation élitaire produisant des inégalités intraféminines et invisibilisant la condition d'oppression croisée des femmes racisées. Sur le versant radical et matérialiste du féminisme, il s'est agi de s'extirper du système patriarcal en s'affranchissant de l'hétérosexualité obligatoire et en faisant le choix d'une vie non conjugale et non maternelle. Une option réservée, elle aussi, à une élite, à une minorité, et n'apportant que peu de réponses à celles qui ne pouvaient aussi facilement s'extraire du système phallocentré. À force de rejet, donc, les féministes ont cessé de penser le corps des femmes autrement que comme un obstacle ou un fardeau. Elles ont du même coup abandonné à leur sort toutes celles qui n'avaient d'autre choix que d'éprouver au quotidien leurs conditions incarnées et sexuées, soit l'immense majorité des femmes. C'est ce que révèle le tournant génital du féminisme. Il était un domaine où les règles du jeu patriarcal continuaient de fonctionner à plein, le domaine de la corporité féminine dans ses dimensions les plus intimes. La vague de dénonciation des violences sexistes et sexuelles qui a déferlé ne forme qu'un des aspects de la révélation. Ce sont toutes les problématiques corporelles synonymes de stigmatisation, de discrimination et de violence qui sont aujourd'hui réinvesties. L'ampleur de ce mouvement est à la hauteur de l'objectif poursuivi, faire advenir au grand jour ce scandale que constitue l'objectivation perpétuée du corps des femmes en échange de leur émancipation. Il met aussi en lumière la condition paradoxale qui est celle des femmes dans nos sociétés occidentales contemporaines, et j'insiste sur l'adjectif occidental, soit un mixte de liberté inouïe sur le versant social et professionnel de leurs existences et d'assignation perpétuée aux modalités corporelles, c'est-à-dire sexuelles et maternelles, sur son versant privé. Or, il me semble que les cadres théoriques et les concepts dont nous disposons pour penser cette condition sont inadéquates. L'opposition classique entre un féminisme universaliste et un féminisme différentialiste ne coïncide plus avec une situation et des aspirations inédites à l'échelle de l'histoire du féminisme. Je propose donc, pour ma part, de réfléchir au prisme phénoménologique du corps vécu, c'est-à-dire dans une perspective, je vais essayer de le montrer, qui tienne ensemble les deux pôles incarnés de l'aliénation et de l'émancipation. Cette approche s'enracine dans la pensée de Simone de Beauvoir, considérée sous ses deux aspects existentialistes et phénoménologiques, et elle se prolonge dans la reprise du projet beauvoirien par la philosophe américaine Iris Marion Young, que je voudrais donc présenter rapidement pour en déduire ensuite la proposition qui est la mienne d'exploration de l'expérience vécue du féminin. Affirmer l'ancrage corporel de l'existence, comme le fait la phénoménologie, c'est affirmer la dimension éminemment subjective du corps. Notre corps n'est pas qu'un organisme, il est le vecteur privilégié de notre présence aux choses, au monde et aux autres. Il est le sujet de nos actions et le moyen de nos interactions. Mon existence comme subjectivité ne fait qu'un avec mon existence comme corps et avec l'existence au monde, écrit Merleau-Ponty dans une formule manifeste. De ce fait, le corps vécu renvoie toujours à une situation, c'est-à-dire à notre nécessaire immersion dans un contexte social et culturel donné. Cette inhérence au monde est par ailleurs inséparable de la liberté, soit ce pouvoir fondamental que j'ai d'être le sujet de toutes mes expériences, au point que c'est pour moi une destinée d'être libre. Là encore, Merleau-Ponty. Irréductiblement incarné, socialement situé et essentiellement libre, le sujet phénoménologique se saisit au double prisme de l'intersubjectivité et de l'historicité. Pourtant, et le paradoxe n'est pas mince, le corps vécu n'est pas sexué.
Chez Heidegger, le Dasein est sexuellement neutre, le féminin et le masculin étant définis comme des configurations contingentes et empiriques, sans signification existentielle, ni transcendantale, ni ontologique. Chez Husserl, le corps propre se conçoit en fonction de paramètres invariants, comme ce qui conjoint forme extérieure et lieu intérieur, au travers de l'expérience corporelle, soit l'entrée en relation avec le monde par le toucher. Et lorsque Merleau-Ponty envisage le corps des femmes, c'est pour s'intéresser à ces dysfonctionnements, la frigidité comme refus de la condition féminine, ou l'anorexie comme refus d'autrui et de l'avenir. Pour résumer, plus encore, si c'était possible, le corps phénoménologique est un corps générique et universel, un corps mâle, donc. C'est à Simone de Beauvoir que l'on doit d'avoir introduit la sexuation dans le cadre conceptuel de la phénoménologie. Si son point de départ est similaire à celui des pères fondateurs, je la cite, « Le corps n'est jamais la cause des expériences subjectives, puisqu'il est sous sa figure objective le sujet lui-même », elle y ajoute une appréhension sexuée de la situation phénoménologique. À nouveau, ce qui définit, dit-elle, d'une manière singulière la situation de la femme, c'est que, étant comme tout être humain une liberté autonome, elle se découvre et se choisit dans un monde où les hommes lui imposent de s'assumer comme l'autre, on prétend la figer en objet et la vouer à l'immanence. Ce que Beauvoir révèle par là même, c'est que l'expérience vécue des femmes les prive de cette destinée de liberté que Merleau-Ponty associe intimement à l'existence en tant qu'elle est incarnation perpétuelle. Le programme du féminisme phénoménologique est ainsi posé. Si le corps est le sujet, et si le corps féminin est objet pour l'homme, comment faire pour que les femmes s'affirment comme des sujets à la fois sexués et libres? De la structure sexuelle du corps comme étant simultanément sujet et objet, Simone de Beauvoir déduit toutes les implications. La femme, écrit-elle, apparaît essentiellement au mâle comme un être sexué. Pour lui, elle est sexe, donc elle l'est absolument. Là se noue le drame féminin. D'un côté, la revendication fondamentale du sujet qui se pose comme libre et transcendant, de l'autre, les exigences de sa situation qui le constituent comme dépendant et immanent. Il s'agira alors d'affranchir la femme de cette relation de subordination en lui permettant de s'affirmer comme sujet et comme transcendance pour qu'enfin, dans la condition féminine, puisse s'accomplir un être humain. Beauvoir entreprend de le faire en repérant et en dénonçant les mécanismes de l'aliénation féminine, tous ces vecteurs par lesquels les femmes sont vouées aux hommes, sexualité, mariage, maternité, et qui les enferment dans la passivité et la dépendance, soit, comme elle le dit, dans la généralité de leur destin de femme. De ce que ces vecteurs ont tous à voir, et plutôt de près que de loin, avec le corps des femmes, on a déduit que celui-ci était en quelque sorte le tout de leur condition aliénée. Ce faisant, on a oublié que dans la perspective phénoménologique qui est celle de Beauvoir, le corps des femmes est et demeure ce par quoi l'existence subjective s'exprime et ce par quoi l'indépendance peut se réaliser. En terminer avec la servitude domestique et l'objectivation sexuelle, ce n'est donc pas nier sa condition sexuée, c'est la redéfinir au prisme de la liberté. Il s'agit de mettre au jour les contraintes et les normes qui asservissent les femmes, tout en reconnaissant leur capacité subjective à l'émancipation. On conçoit qu'il y ait là quelque chose de l'ordre de la prouesse. Cette prouesse, précisément, Iris Marianne Young l'accomplit dans les années 80. Au point de départ de sa réflexion, il y a le double constat d'une lacune et d'un travers dans le champ de la pensée féministe, soit l'absence d'une réflexion sur la dimension toujours nécessairement incarnée de l'existence féminine, et la prégnance du postulat qui associe corporalité féminine et aliénation. Sur cette base, la philosophe propose un cadre théorique inédit, fondé sur le présupposé que le repérage des mécanismes de la domination ne doit pas se payer du prix d'un aveuglement sur les conditions subjectives dans lesquelles les femmes éprouvent leur aliénation. En empruntant la voie phénoménologique d'une analyse dans les termes du corps vécu, Young relance donc le projet initié par Beauvoir d'une exploration des implications aliénantes de la corporité féminine, mais elle le fait en intégrant les apports de la révolution de l'émancipation. Elle entreprend d'explorer, je la cite, les sentiments et les modalités spécifiques de l'être au monde que la sexuation de leur corps produit pour les femmes dans un contexte de conquête féministe. L'attention à la subjectivité incarnée s'accompagne ainsi d'une analyse des contraintes et des normes qui pèsent sur les femmes et qui limitent leurs opportunités et leur liberté.
Le projet consiste, en d'autres termes, à tenir ensemble le concept phénoménologique de corps vécu et la notion de genre. Le corps vécu, écrit la philosophe, c'est l'idée unifiée d'un corps physique agissant et s'éprouvant dans un contexte socio-culturel spécifique. C'est un corps en situation. La relation entre l'existence concrète et matérielle de l'individu et son environnement physique et social constitue sa facticité. Cependant, indique Iris Marion Young, toute personne est dotée de la liberté ontologique de se construire elle-même dans sa relation à cette facticité. Endossant les termes de la philosophe norvégienne Toril Moe, elle précise « Affirmer que le corps est une situation, c'est reconnaître que le sens que revêt le corps féminin est étroitement lié à la façon dont une femme fait usage de sa liberté. » Le concept de corps vécu implique de reconnaître que la subjectivité individuelle est conditionnée par des faits socioculturels tout autant que par les interactions entre les êtres. Mais il implique aussi d'admettre que chaque personne agit et réagit à ces données non choisies à sa manière propre. Mais le concept de corps vécu n'est pas assez, ajoute aussitôt la philosophe. Il faut l'articuler à la notion de genre qui permet d'intégrer la critique sociale à l'analyse de la corporité féminine. Il s'agit de comprendre quelles sont les entraves qui restreignent les opportunités des femmes en mettant au jour les relations de domination véhiculées et entretenues par la division sexuelle du travail, l'hétérosexualité normative et les hiérarchies genrées de pouvoir, trois types de structures sociales qui sont, précise Young, autant de structures de contraintes régissant et réduisant la gamme des options offertes aux femmes. La division sexuelle du travail les enferme dans les activités du care, non rémunérées dans le cadre du travail domestique, faiblement rétribuées quand c'est dans un cadre professionnel. L'hétérosexualité normative stigmatise les personnes qui transgressent les normes, renforçant ainsi leur invisibilité. Quant aux hiérarchies genrées de pouvoir, repérables dans tous les domaines de la vie sociale, elles reposent sur des formes de violence institutionnalisées et organisées qui confèrent à certains individus des privilèges significatifs, tout en limitant considérablement les opportunités à celles précisément qui n'en bénéficient pas. Les structures de contrainte impliquent donc des relations de domination, voire d'exploitation, qui jouent au bénéfice exclusif des hommes. Toutefois, poursuit Young, aussi limités que soient les choix disponibles, chaque femme fait toujours avec les entraves à sa manière propre, dans l'appropriation, la résistance, la reconfiguration ou le rejet. Car, insiste-t-elle, les rapports de pouvoir genrés ne sont pas que subis, ils sont aussi vécus, c'est-à-dire qu'ils renvoient à une expérience éminemment subjective. Le genre, écrit-elle, en tant qu'il est social, est aussi vécu par le biais des corps individuels. Il renvoie toujours à une réaction expérientielle et personnelle, non à un ensemble d'attributs que les individus auraient en commun. Toute l'originalité de la démarche de Young se condense dans ce défi. Articuler l'analyse de la subjectivité féminine dans sa dimension incarnée et la compréhension des mécanismes sociaux qui entretiennent la domination masculine. Dans cette perspective, l'expérience corporelle des femmes se conçoit sous deux aspects. Elle est révélatrice de leurs conditions aliénées, mais elle témoigne aussi de la liberté qui est la leur de répondre de façon personnelle et émancipatrice aux injonctions sociales. Penser dans les termes du corps vécu, c'est déplier les modalités subjectives et diverses par lesquelles les femmes éprouvent leur position au sein de la société patriarcale et résistent aux contraintes qui en forment le socle. Ce faisant, Young tente ce qui paraissait jusque-là impossible, une approche féministe qui articule le niveau individuel de l'expérience vécue avec le niveau collectif des rapports de pouvoir. Elle redéfinit le sujet politique du féminisme comme un sujet simultanément singulier et pluriel, porteur d'une expérience spécifique mais irréductible à toute essentialisation, subissant le conditionnement social mais capable d'échapper au rôle genré. Cette dialectique de l'aliénation et de l'émancipation au prisme du corps qui caractérise le féminisme phénoménologique me paraît particulièrement féconde au moment où nous en sommes de la pensée et de la lutte féministe. Elle permet notamment de saisir la tension entre normativité sexiste et liberté émancipatrice qui caractérise la condition féminine contemporaine dans nos sociétés occidentales. Voilà pourquoi je propose de relancer ce programme d'un féminisme phénoménologique qui s'attache à penser l'expérience vécue du féminin, c'est-à-dire à explorer les modalités spécifiques de l'être au monde que génère l'incarnation féminine, étant entendu que ces modalités ne sont pas fixées une fois pour toutes, mais profondément déterminées par les conditions historiques et sociales de leur déploiement. Par expérience vécue,
je ne désigne pas le simple fait de vivre quelque chose, mais la dynamique transformatrice par laquelle un événement ou un bouleversement corporel produit des effets simultanément existentiels, sociaux et politiques, impliquant une modification durable des représentations de la place et du rôle des femmes. Quant à l'adjectif féminin, je le définis très précisément comme désignant un rapport à soi, aux autres et au monde qui passe par le corps, étant entendu que ce rapport est toujours historiquement et socialement construit. La démarche que je déploie sur la base de cette notion donc d'expérience vécue du féminin consiste à penser les nœuds phénoménologiques qui scandent l'existence des femmes. Il s'agit de ces étapes physiques, physiologiques, qui sont simultanément des tournants existentiels et sociaux quand, à l'occasion d'un événement, processus, bouleversement corporel, les femmes éprouvent la sexuation de leur existence, tant sur le plan intime de leurs affects que sur le plan social et politique de leur rapport au monde et aux autres. De la puberté à la ménopause, en passant par une éventuelle grossesse et en intégrant tous les moments qui, d'une façon ou d'une autre, engagent le corps des femmes, quand il s'agit de se nourrir, de s'habiller, de se déplacer, de travailler, d'aimer, à chaque fois, en même temps que le corps féminin se transforme, les représentations qui l'accompagnent se modifient, et c'est la place des femmes dans la société ainsi que leur rôle symbolique qui s'en trouve modifié. Je précise ici que le corps féminin, dont j'explore les modalités et les aléas, n'est évidemment pas le corps biologique de naissance, mais celui que l'on choisit d'avoir et que l'on présente aux autres et au monde. Les femmes trans éprouvent le même écartèlement entre diktat et liberté que toutes les femmes, alourdi chez elles du poids des discriminations et des violences qu'elles subissent. Il faut comprendre ici que la démarche phénoménologique n'est pas synonyme d'essentialisation et que c'est même tout l'inverse, puisqu'il est question de repérer pour les déconstruire les mécanismes qui enferment les femmes dans la prétendue naturalité de leur existence. Je voudrais pour en témoigner, et pour en terminer, dire quelques mots de l'expérience vécue d'avoir des seins, à laquelle je viens de consacrer un livre qui paraît dans quelques semaines. Il restitue les résultats d'une enquête phénoménologico-photographique que j'ai menée auprès d'une quarantaine de femmes âgées de 5 à 76 ans et que j'ai interrogées sur leur parcours de vie au prisme de leurs seins et dont j'ai réalisé aussi le portrait, l'un et l'autre, entretien comme portrait étant évidemment anonymisé, les portraits photographiques étant coupés juste sous la tête. Au fondement de ce travail, il y a l'idée de ce que les seins sont le symbole par excellence de la corporalité aliénée qui est celle des femmes, depuis l'aube des temps, mais qu'ils apparaissent aussi comme le lieu d'une possible libération. Les seins sont en somme l'organe phénoménologique par excellence. Ils condensent le tout de l'expérience vécue du féminin contemporain, soit ce mixte paradoxal d'aliénation et de libération. Toutes les spécificités relatives au fait d'avoir un corps sexué féminin obéissent à cette dialectique qui voit les femmes écartelées entre, d'une part, les injonctions sociales et les diktats patriarcaux qui pèsent sur elles quant à ce qu'elles font de leur corps, et d'autre part, la liberté qui demeure la leur d'y résister et de les dépasser dans un double mouvement de reprise réflexive personnelle et d'émancipation collective. S'il y a une situation dans laquelle les femmes éprouvent au quotidien cet écartèlement entre normativité sexiste et subjectivité émancipatrice, c'est bien celle des seins. Avoir des seins, c'est en effet se trouver d'emblée projeté dans l'objectivation. C'est devenir un objet avant même que d'être un sujet. Leur apparition est synonyme pour les filles d'une entrée dans leur corps féminin qu'elles n'ont pas décidé et qu'elles peuvent ne pas vouloir. Elle marque une inflexion dans leur existence, synonyme d'un changement existentiel, mais aussi d'une transformation sociale et politique. Les seins disent en effet des filles que leurs corps sont désormais disponibles, préhensibles, appropriables. La sexuation féminine s'éprouvant comme un destin dont la puberté constitue le premier moment. Avec les mots de Simone de Beauvoir, cela donne « La femme comme l'homme est son corps, mais son corps est autre chose qu'elle. » Et j'ajoute, ce qu'il est, c'est un corps pour autrui, un corps à disposition, un corps sexuel et maternel offert aux hommes et à la société. Quand le deuxième sexe paraît en 1949, cette condition fatale est indiscutable, les femmes demeurant soumises au joug de la nature qui leur impose grossesse et maternité, quoi qu'elles en veuillent. Toutefois, dans la perspective existentialiste qui est celle de Beauvoir et qui postule que tout individu se pose à travers des projets comme une transcendance, cette aliénation peut être refusée. La libération peut s'y substituer. Je cite Beauvoir à nouveau, comme l'a très justement dit Merleau-Ponty, écrit-elle, l'homme n'est pas une espèce naturelle,
c'est une idée historique. Elle ajoute, la femme n'est pas une réalité figée, mais un devenir. Les entretiens que j'ai recueillis sont tous tissés de ces deux fils entremêlés de l'objectivation-aliénation et de la libération-réappropriation. Sur le premier versant, c'est une évidence massivement attestée, les seins des femmes sont considérés comme des objets, quelles que soient les circonstances. À leur apparition, c'est leur conformité au modèle esthétique prescrit qui est immédiatement exigée, confère les soutiens-gorge désormais conqués, coquets, bombés, moulés qui sont offerts aux femmes, imposés aux femmes. Dans la vie sexuelle, c'est leur rôle d'appât, d'abord surinvesti, puis très vite délaissé, qui se révèle. Au quotidien, c'est la nécessité de les enserrer dans des moules uniformes qui s'imposent. Dans la maternité, c'est leur fonction nourricière qui est exaltée. Dans la maladie, enfin, c'est leur intégrité et leur dignité même qui sont bafouées. Appréhendée comme la figuration même de la féminité, qui n'est pas le féminin, soit cet ensemble de prescriptions qui assignent les femmes à la mission maternelle et à la disponibilité sexuelle, les seins cessent d'appartenir aux femmes pour devenir de simples objets destinés à remplir un certain nombre de fonctions. Tout doit donc être fait pour qu'ils comblent ces attentes sociales. Ils doivent être et rester suffisamment beaux, suffisamment excitants, suffisamment nourrissants. Ainsi que le remarque Iris Marion Young, le corps féminin n'existe que parce qu'il est regardé et agi. Cela étant posé, ajoute-t-elle, face à la multitude des normes et des injonctions qui limitent et qui forcent même les modalités dans lesquelles les femmes vivent leur corps, il demeure toujours la possibilité d'y répondre de façon libre et émancipatrice. Je la cite à nouveau, « Quoi que fasse la culture phallocentrée et aliénante sur nos corps, aussi puissants que soient les instruments de la haine de soi et de l'oppression, il reste que nos corps sont nous-mêmes. » Voilà pourquoi les seins sont aussi le lieu d'une possible revendication d'émancipation que l'on peut repérer sous trois aspects essentiellement. Le premier, qui est aussi le socle sur lequel les deux suivants pourront s'édifier, c'est l'aspiration profonde à l'amour de son propre corps et à l'acceptation des formes que la nature, la vie et le temps lui ont données. Changeant et fluide, les seins procurent le sentiment d'habiter son corps. Et cette dimension changeante et fluide, c'est sans doute un des enseignements les plus frappants pour moi de cette enquête, c'est-à-dire que les seins des femmes ne sont absolument jamais les mêmes. Cette reconnaissance-acceptation de notre condition incarnée peut conduire à apprécier, voire à aimer son propre corps. Et c'est sur cette base que peut ensuite s'enraciner, deuxième volet de l'émancipation, la revendication d'une libération des seins. Je suis partie dans l'enquête avec l'idée que le mouvement Free the Nipples était anecdotique, qu'il émanait de jeunes femmes socialement favorisées et physiquement avantagées qui exprimaient un désir de liberté qu'elles seules pouvaient s'autoriser. J'ai peu à peu changé d'opinion en observant que le choix de ne pas porter de soutien-gorge et l'aspiration à déambuler torse nu étaient très conséquemment motivés et renvoyés à un désir de liberté très largement partagé. Enfin, quand les seins sont appréciés tels qu'ils sont et vécus librement, c'est une troisième émancipation qui se dessine, celle qui en fait des organes de plaisir. Il faudrait pouvoir, comme y incite Iris Marion Young à nouveau, éprouver nos seins non pas comme de simples objets destinés à satisfaire le désir masculin, mais comme le terreau d'un désir spécifiquement féminin. Alors, je n'ai pas le temps de développer, c'est sans doute bien dommage, mais comme j'espère l'avoir montré, et un peu schématiquement, je m'en excuse, l'expérience vécue des seins déroule le fil de cette histoire d'assignation à la disponibilité corporelle qui est celle des femmes depuis toujours, de l'exigence de seins suffisamment gros pour être attirants, à la pression sociale à l'enfantement-allaitement, en passant par l'impératif de les rendre invisibles dans l'espace public ou de les abandonner à ceux qui les malmènent et en font leur profit. Il semblerait toutefois que le temps soit venu d'en terminer avec ce déni de soi et cet impératif de dissimulation. Au bout de ce long parcours, nous aurons atteint notre but lorsque nous nous serons affranchis de la centralité de nos corps dans la définition de ce que nous sommes, débarrassés des normes genrées et des injonctions patriarcales, nous pourrons alors éprouver pleinement l'incarnation sexuée de nos existences dans toute sa singularité. Je vous remercie.